République démocratique du Congo fait face à une guerre fratricide, une guerre qui endeuille toute la nation depuis plusieurs décennies, mais celle justement qui ressurgit, celle du M23, celle qui a vu la rébellion du M23 prendre deux provinces de la RDC et qui l'occupe, qui écume cette partie du pays. Quelle solution pour mettre fin à cette guerre ? Quelle solution pour mettre fin à la crise politique qui s'ensuit? Quelle solution pour résoudre durablement cette situation et voir enfin la République démocratique du Congo vivre en paix, voir enfin la population congolaise vivre dans une paix définitive et durable? C'est de cela qu'il s'agit dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand plateau de Congo 26 Télévision. Pour en parler, je reçois pour vous l'abbé José Mpundu. Il est prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Il est psychologue. Il a plusieurs casquettes que je ne saurais pas citer tout de suite. Aumônier de la commission des intellectuels de la ville de l'archidiocèse de Kinshasa. Bref, c'est un intellectuel rompu, un intellectuel qui donne justement de la voix et de son intelligence pour réfléchir sur le Congo. Monsieur l'abbé, bienvenue. Merci Oscar. Comment vous sentez à Congo 26 Télévision? Je me sens toujours bien quand je suis à Congo 26 parce que ce n'est pas la première fois que je suis invité et je me sens chez moi. Voilà. Alors, d'entrée des jeux, la guerre qui sévit dans l'est du pays, que certains appellent guerre de l'est du pays. D'ailleurs, je voudrais profiter de ce micro pour corriger cette expression. Il ne s'agit pas d'une guerre de l'est du pays, comme si l'est du pays était un pays à part, puisque le pays, c'est comme un corps. Lorsque un membre est affecté, c'est tout le corps qui est affecté. Donc, la guerre de la République démocratique du Congo. Cette guerre, monsieur l'abbé, beaucoup l'entendent, beaucoup entendent parler de cette guerre, mais nombreux ne savent pas exactement ce qui se passe actuellement. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu le tableau de la situation qui sévit dans l'est du pays, essentiellement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, occupées par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda? D'abord, je suis totalement d'accord avec toi, Oscar. J'ai toujours voulu qu'on ne parle pas de la guerre de l'Est. Parce que lorsque nous disons la guerre de l'Est, c'est comme si nous confirmions la balkanisation. C'est comme si nous considérions l'Est comme ne faisant pas partie du Congo, de la RDC. On en parle comme si c'est quelque chose qui se passe loin du Congo. N'est-ce pas? Et je me rappellerai à une époque où, pour le citer, puisque c'était public, c'était une déclaration publique, c'est Jules Alinghetti, quand il est allé aux États-Unis, à une époque où il a dit la guerre est à 2000 km de chez nous, est à 2000 km de chez nous. C'est comme si cette guerre ne nous concernait pas, nous de Kinshasa, c'est une guerre de l'Est qui concerne les gens de l'Est. Moi, j'ai toujours dit, il s'agit de la guerre du Congo. C'est le Congo qui est en guerre. Ce n'est pas l'Est du Congo, c'est le Congo qui est en guerre. N'est-ce pas? Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, cette guerre, monsieur l'abbé, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Les prêtres, vous êtes très informés, très bien informés, d'autant plus que vous avez vos confrères prêtres qui sont dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses de toute la République. Est-ce que vous êtes informés un peu de ce qui se passe de ce côté-là depuis l'entrée du M23? Eh bien, je suis en contact avec certains amis qui restent de ce côté-là, de Kivu, eh bien, à qui je pose la question, comment est-ce que ça se passe? Il y a un ami qui est à Goma, qui a été directeur d'une structure ici, qu'on appelle SOS Village d'Enfants, n'est-ce pas? Eh bien, je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe là-bas? Il dit, ah, c'est la souffrance. La souffrance. C'est la souffrance. Nous souffrons. Je connais pas mal d'amis qui sont à Bukavu. Quand tu poses la question, comment est-ce que vous vivez là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est la souffrance. Mais qu'est-ce qui caractérise cette souffrance-là? Cette souffrance, c'est d'abord, il y a des morts. Il y a des gens qui meurent. La souffrance, c'est aussi le fait que la vie n'est plus
ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être, n'est-ce pas? On a du mal pour ceci, on a du mal pour cela, et on ne vit pas en sécurité, on ne se sent pas en sécurité. Tout peut arriver. N'est-ce pas? Tous les jours. Tout peut arriver. Les enfants à peine, c'est vrai, qui se voilà. Et tués, puis, il y a les violences. Violées, voilà. En fait, il y a beaucoup de violences. Et ça, la guerre est une violence. On ne peut pas l'appeler autrement. La guerre est une violence. Et en ce qui concerne cette guerre qui se passe à l'est du pays, mais qui concerne tout le Congo et tous les Congolais, il est bon que nous recourions à des personnes qui ont vu juste et qui peuvent nous aider à comprendre, je dirais, la vraie nature de cette guerre. C'est justement là où je voulais en venir, M. l'abbé. Oui. Cette guerre, depuis plusieurs décennies, a pris plusieurs facettes. Tantôt, on la présente comme une mutinerie d'une frange de l'armée, tantôt comme une rébellion interne, tantôt comme une sorte de constellation des frustrés qui s'en vont en guerre contre le régime, tantôt comme une agression, M. l'abbé. De quoi il s'agit exactement? Il y a un peu de tout cela. Ouais. Il faut dire qu'il y a un peu de tout cela. Et il faut avouer qu'il y a un méli-mélo. Il y a des rebelles, il y a des frustrés, il y a un peu de tout. Mais je crois qu'au-delà de ce méli-mélo, il y a le noyau central dont on parle très peu et parfois dont on ne parle pas du tout. C'est quoi ce noyau central? Ce noyau central, je me rappelle d'ailleurs, pour ne pas le citer, le docteur Justin Mudekereza, qui en 2023 a déclaré que le chien ne sait pas grimper, parlant du Rwanda qui agresse la RDC. Il dit le chien ne sait pas grimper. Et si vous trouvez un chien sur un arbre, c'est qu'il y a un maître qui l'a élevé à ce niveau-là, qui l'a déposé à ce niveau-là. Voilà. Monsieur l'abbé, c'est quoi le nœud du problème? Eh bien, qui nous fait la guerre? Eh bien voilà. Je voudrais ici recourir à ce que nous pouvons considérer comme étant un bout de testament de M. Laurent Désiré Kabila. Et c'est une histoire qui est rapportée dans le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo, un livre qui lui vaut aujourd'hui des problèmes. Le confrère Charles Onana, le Camerounais, mais qui s'intéresse au Congo plus que nous les Congolais même. Et son livre Holocauste au Congo, qui lui vaut aujourd'hui un procès, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce livre, il relate ce qu'on peut qualifier de testament de Laurent Désiré Kabila. Que s'est-il passé? Lorsque, attaqué de toutes parts, le président Laurent Désiré Kabila arrive à Bruxelles en 1998, au moment de rencontrer les parlementaires et le conseiller qui raconte ici, il dit « Je m'empresse de récupérer son manteau. Je crains que, surtout, qu'il soit mis entre les mains suspectes et lui soit rendu, n'est-ce pas, imbibé de substances toxiques, n'est-ce pas, et dangereuses. » Alors, certains membres du protocole n'ont pas apprécié mon attitude et vont vouloir vont tenter de me persuader de leur remettre le manteau du chef, n'est-ce pas, du président, ce que je refuse avec fermeté. Mais le président a suivi la scène, n'est-ce pas? À la fin de la rencontre, il vient reprendre son manteau et me pose la question en souriant. C'est quoi cette guerre du manteau, n'est-ce pas, que tu as engagée avec tant de détermination, n'est-ce pas? Alors, je lui réponds, je lui exprime mes craintes vu le contexte de sa visite. Il me dit d'un air plus sérieux, enlevez vos lunettes. Vous êtes bien naïf. Vous croyez que
j'ai encore 3 ou 4 ans à vivre. Ils ne me laisseront pas vivant. Ils me demandent des choses que je ne peux pas donner. Dit Laurent Désiré Kabila. Et il continue, mon pays n'est pas à vendre. Moi non plus. Les gens comme moi, ils les tuent. Vous comprenez? Vous croyez que je suis venu ici pourquoi? C'est ici qu'il y a la guerre contre la RDC. C'est l'Occident qui nous fait la guerre. Il faut qu'il y ait beaucoup de Kabila. On va les tuer les uns après les autres, mais nous finirons par gagner. Et notre pays vivra enfin libre. Ce n'est pas encore le cas. J'ai lu ce passage, n'est-ce pas? C'est émotionnel, c'est émouvant. C'est émouvant. Voilà. C'est émouvant. Vous voyez, hein? Eh bien, j'ai lu ce passage que ceux qui ont le livre de Charles Onana peuvent retrouver Holocauste au Congo, à page 186 et 187. Hein, c'est le témoignage du conseiller de Laurent Désiré Kabila qui s'appelle Kabissa, hein, Boniface, n'est-ce pas? Et il a accordé cette interview, disons, ce témoignage à l'auteur du livre, qui a repris ça dans le livre. Eh bien, j'aime beaucoup... Vous précise que c'est l'Occident qui nous fait la guerre. C'est l'Occident qui nous fait la guerre. Mais l'Occident ne peut pas nous faire la guerre directement, hein, en venant sur le terrain de la guerre. L'Occident nous fait la guerre selon une stratégie qui est la sienne depuis l'époque reculée de l'histoire. Et les Latins ont appelé cette stratégie diviser pour régner. Hein? Ouais. Tu vois, hein? Et si aujourd'hui l'Occident nous fait la guerre à travers le Rwanda, à travers les autres groupes armés, n'est-ce pas? Si l'Occident nous fait la guerre à travers eux, eh bien, je crois que si nous avons à devoir mettre fin à cette guerre, il y a 2 choses. La première chose, il faudrait qu'entre nous Africains, entre nous Congolais et entre nous Africains, nous prenions la résolution de ne plus nous battre dans des guerres par procuration. Des guerres dans lesquelles, finalement, nous ne gagnons rien, l'Afrique ne gagne rien. Et le Rwanda en a un exemple parce que les informations qui nous sont parvenues, à Congo 26, les dernières heures, c'est que le Rwanda est en train de fermer, plutôt les États-Unis sont en train de fermer leur ambassade au Rwanda, voire demander à leur personnel de quitter le Rwanda. Et donc le Rwanda nous aura fait la guerre par procuration, oui. Et ensuite le maître est en train d'en décider autrement. Ah, eh bien c'est là le grand problème que nous avons. C'est avant d'en arriver là, M. l'abbé, oui. Vous attestez ici que c'est l'Occident qui nous fait la guerre. Oui. Et vous avez recouru à une documentation très importante, Holocauste au Congo de Charles Onana. Oui. Ce témoignage, Oumzé Laurent Désiré Kabila le dit sans coup férir, c'est l'Occident. C'est ici où il y a la guerre, c'est ici où on nous fait la guerre. Mais, M. l'abbé, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs pourquoi l'Occident nous fait-elle la guerre? L'Occident nous fait la guerre tout simplement pour nos richesses. Rien d'autre. Et cette guerre, elle ne remonte pas à il y a 3 décennies. L'Occident ne nous fait pas la guerre il y a 3 décennies. L'Occident nous fait la guerre depuis l'époque de la colonisation. Et je remonterai même plus loin. C'est depuis l'époque de la traite négrière. N'est-ce pas? Et vous descendez à l'époque de la colonisation, eh bien la colonisation, c'est aussi une violence. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Preuve, c'est que pendant cette guerre, qu'est la colonisation, eh bien, on a coupé les mains. On a tué des Congolais, n'est-ce pas?
Mais ce qui est un élément important à souligner ici, c'est que les Occidentaux ne nous font jamais la guerre directement eux-mêmes. Ils nous utilisent. Et c'est là où je relève notre responsabilité, n'est-ce pas? Tant que nous collaborons, tant que nous participons à leur jeu, eh bien, cette guerre ne finira jamais. Le jour où nous comprendrons qu'il nous appartient à nous, Africains, à nous, Congolais, de nous retirer de ce jeu-là, de retirer les piliers que nous avons donnés pour soutenir leur entreprise. À l'époque de la colonisation, ils ont utilisé des Congolais pour couper les mains des Congolais, n'est-ce pas? À l'époque de la traite négrière, ils ont utilisé des Congolais pour vendre d'autres Congolais, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils continuent à utiliser des Congolais pour tuer d'autres Congolais, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il est temps que nous comprenions que si finalement il y a quelqu'un qui doit mettre fin à cette guerre, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes les Congolais, nous-mêmes les Africains. Lorsque nous aurons compris que les guerres qu'on nous fait faire pour qu'on puisse exploiter nos richesses du sol et du sous-sol de manière sans contrepartie pour nous, et que ça ne nous profite pas, n'est-ce pas? Eh bien, si nous comprenons qu'il s'agit de cela, eh bien, nous devrions nous ressaisir. Je prends ici une phrase du pape François lors de sa visite dans notre pays il y a 2 ans. Oui, peu avant sa mort. Peu avant sa mort, ouais. N'est-ce pas? Eh bien, le pape François, dans son premier discours qu'il a tenu au Palais de la Nation, n'est-ce pas? Au Palais de la Nation, le premier discours qu'il a tenu, il a dit, s'adressant aux Occidentaux justement, à ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde, européens et américains, il s'est adressé à eux en disant, retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de l'Afrique, arrêtez d'exploiter l'Afrique. L'Afrique n'est pas, disons, une terre où vous venez seulement puiser des richesses et tout ça. Non. Alors, moi, je me suis dit, oui, le pape François a eu raison de s'adresser à eux en ces termes-là. Mais le pape aurait dû continuer son discours, aller plus loin dans son discours, en s'adressant maintenant à nous, Africains, à nous, Congolais. Dégagez-vous de leurs mains. Ça, il n'a pas dit. Voilà. Mais nous devons aujourd'hui le dire. C'est à nous qu'il appartient de nous dégager de leurs mains. Ils ne nous laisseront jamais. Ils ne retireront jamais leurs mains de l'Afrique parce qu'ils ont trop d'intérêt en Afrique, n'est-ce pas? Que retirer leurs mains, ça veut dire renoncer à un certain nombre d'intérêts qu'ils ont ici chez nous. Vous voyez? Alors, c'est à nous dégager de leurs mains. Et là, je donne juste une illustration, de la compréhension des violences dont la guerre est une grande violence mère, n'est-ce pas? Eh bien, les Américains, disons les latino-américains, dans un pays latino, Amérique latine, eh bien, ces gens-là ont analysé la violence, n'est-ce pas? Et ils ont représenté la violence comme un triangle qui repose sur sa pointe. Or, un triangle ne peut pas reposer sur sa pointe, ça va tomber. Pour que le triangle repose sur sa pointe, il doit être soutenu par des piliers. N'est-ce pas? Il faut des piliers qui vont faire tenir le triangle qui repose sur sa pointe. Et ces piliers, c'est d'abord nous. Et le triangle, c'est l'injustice. L'injustice ne tient pas, la guerre ne tient pas s'il n'y a pas des gens qui la soutiennent. Exact.
Et pour le Vous voyez? cas d'espèce, Et pour le cas d'espèce, eh bien, il y a les institutions internationales, n'est-ce pas? Il y a les multinationales, il y a les grandes puissances, comme on les considère, comme ça, qui sont les piliers de cette guerre. Et il y a nous. Il y a nous. D'abord, pour que la guerre finisse, nous devons, nous, commencer par retirer notre pilier, n'est-ce pas? Retirer notre pilier, c'est dire non à la guerre. Oui. Nous n'allons plus nous faire la guerre entre nous. Il y a des problèmes, nous en parlons. Il y a des problèmes, nous les réglons en parlant, en discutant, et il y a des besoins, eh bien, on les exprime. Il y a des demandes, on les exprime, on les formule positivement, n'est-ce pas? Et on dit, non, moi, mon problème, c'est celui-ci. Mon besoin est celui-là. Eh bien, mettons-nous sous l'arbre à palabres. Je n'aime pas l'expression autour d'une table. Je préfère sous l'arbre à palabres pour revenir à nos traditions africaines, n'est-ce pas? Eh bien, nous devrions être à même de nous asseoir sous l'arbre à palabres et de nous dire en face ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Et dire, voilà, le problème, c'est aussi la sincérité des acteurs. Le vrai problème est là. Les gens se mettent sous l'arbre à palabres pour emprunter votre expression préférée, mais après, il se pose un problème. Les gens ne sont pas sincères. Les gens se disent des choses qui ne représentent pas exactement leurs objectifs, qui ne représentent pas exactement leurs voulus. Alors, comment faut-il se comporter devant cette situation? Vous voyez, pour le cas d'espèce, en RDC, les acteurs, nous les avons identifiés, ceux qui nous font la guerre. Vous les avez identifiés avec M. Laurent Désiré Kabila, les Occidentaux. Mais il y a le Rwanda qui est en RDC, c'est attesté par tous les rapports. Ce sont les troupes rwandaises qui viennent en appui au M23. Ce sont les troupes ougandaises qui seraient en appui au M23 et à d'autres mouvements rebelles. Quels seraient, si les intérêts des Occidentaux, ce sont les minerais, ce sont nos richesses. Alors, quel serait l'intérêt ou quels seraient les objectifs de ces armées rwandaises et ougandaises qui sont chez nous? De toutes les façons, c'est toujours économique. Hein? C'est toujours économique. Toutes les guerres que nous connaissons reposent sur la recherche de l'avoir, avoir plus. C'est toujours ça. Et c'est comme ça que moi je dis, le vrai problème que nous avons, c'est que nous vivons dans un monde bâti sur le primat de l'avoir. Et ce monde bâti sur le primat de l'avoir ne considère pas l'être, c'est-à-dire l'homme, l'humain, n'est-ce pas? Et traite l'être comme une chose. Vous voyez? Alors, ce qui fait que pour avoir, on est prêt à massacrer des êtres humains. Pour avoir plus. On est prêt et on n'est jamais rassasié. Alors, il est important qu'à un moment donné, nous puissions nous ressaisir. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Il faut que nous mettions un terme à ce système. Il faut que nous changions de système. Il faut que nous puissions faire, je dirais, une révolution culturelle, une révolution mentale dans laquelle nous allons nous rendre compte que le système qui nous amène à la guerre, c'est le système bâti sur le primat de l'avoir. Et vous verrez que toutes ces guerres, c'est toujours autour de l'avoir. Avoir des terres, avoir des minéraux, avoir le bois, avoir de l'eau. Il y a Mutinga, notre compatriote Modeste Mutinga, il a écrit un livre il y a quelques années, La guerre de l'eau est à nos portes, n'est-ce pas? Et effectivement, il n'y a pas que les minéraux, il y a l'eau, il y a le pétrole, il y a le bois, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour lesquelles les gens tuent les autres pour les avoir, n'est-ce pas? Eh bien, moi je dirais... Et les Congolais qui sont actuellement dans la rébellion du M23 par exemple, est-ce que c'est toujours pour le même objectif? C'est tout, mais écoute, vous savez, aujourd'hui, on va vous dire... le pouvoir en place est dictatorial, nous battons pour nous débarrasser des dictateurs. Mais écoutez, on s'est battu soi-disant pour se débarrasser d'un dictateur qu'on a appelé Mobutu, n'est-ce pas? Mobutu est parti, il est mort, n'est-ce pas? Est-ce que la dictature que l'on combattait, dont on disait que nous combattons la dictature, est-ce que c'est terminé? Le système
qui a soutenu cette dictature. Parce qu'en fait, la dictature n'est pas le vrai problème. Vous êtes un président africain, n'est-ce pas? Ceux qui vous ont mis là, n'est-ce pas? Ils vous ont mis pour leurs intérêts, n'est-ce pas? Eh bien, ils vous ont soutenu, ils vous ont donné des moyens, ils vous ont même soutenu avec une armée qu'ils ont créée, qu'ils ont formée pour soutenir votre, entre guillemets, pouvoir, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'avoir. Le pouvoir pour avoir. Et c'est là le malheur de notre monde, le malheur de notre pays, le malheur de l'Afrique. C'est lorsque on considère le pouvoir comme un moyen pour avoir, n'est-ce pas? Et alors, on veut accéder au pouvoir pour avoir, et avoir toujours plus, n'est-ce pas? Et on n'est jamais rassasié. Hein? Malheureusement. On n'est jamais rassasié. Ça paraît philosophique, pourtant c'est très pertinent. C'est la réalité. C'est la réalité que nous vivons. Alors, et c'est pourquoi... Monsieur l'abbé, c'est tellement pertinent que nous pouvons y passer une nuit, c'est tellement pertinent. Alors, nous venons ici d'identifier pratiquement plusieurs acteurs. On sait que c'est l'Occident, vous l'avez dit, qui fait la guerre à la RDC, mais il n'y a pas que l'Occident, vous avez dit, certains pays africains évoquant le pape François qui a dit « retirez vos mains de l'Afrique ». Mais vous, monsieur l'abbé José Mpundu, vous demandez aux Africains de se retirer des mains des Occidentaux. Oui. Ça, c'est un concept que nous avons retenu. Mais au-delà des pays africains comme le Rwanda et l'Ouganda qui sont cités comme facilitant ou faisant la guerre à la RDC, il y a des Congolais qui sont dans le mouvement rebelle du M23 et qui font la guerre, qui mettent des agendas en avant. Monsieur l'abbé, c'est quoi finalement la piste de solution? D'abord, une première chose, je suis totalement contre la guerre. Je ne peux en aucun cas justifier la guerre. Et là, je vais aller même plus loin. Même quand le régime est dictatorial. Je vais aller même plus loin, n'est-ce pas? C'est que il n'y a aucune guerre qui est sainte. De un. Comme les Arabes parlent de la guerre sainte, les musulmans, ils parlent de la guerre sainte. Aucune guerre n'est sainte. Et puis de deux, il n'y a aucune guerre qui est juste. Oui. Comme nous, catholiques, nous en parlons dans notre catéchisme, n'est-ce pas? On parle de la guerre juste et on justifie la guerre. Moi, je dis, il n'y a aucune guerre qui est sainte, aucune guerre qui est juste. La guerre est une violence et toute violence, elle est meurtrière. Doublement meurtrière. Meurtrière comme la guerre en RDC. Ben oui, meurtrière. Mais quelle solution, monsieur Alors, l'abbé? La solution, la première chose, c'est que on veut mettre fin à la guerre, qu'on arrête de la faire. Qu'on arrête de la faire. Ouais. Qu'on se décide de déposer les armes. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Ben, je crois qu'il faut d'abord commencer par toucher la conscience des uns et des autres. Toucher la conscience, la meilleure arme qui peut nous amener à désarmer, n'est-ce pas? L'adversaire, c'est la conscience, c'est la vérité, mais vérité qui touche la conscience. Monsieur l'abbé, lorsqu'on a face à nous des adversaires qui n'ont pas de conscience, comment toucher leur conscience s'ils n'en ont plus? Ceux qui tuent dans l'est du pays, ceux qui éventrent nos mères, ceux qui violent nos femmes, ceux qui violent nos filles, ça veut dire qu'ils ont perdu toute conscience. Comment toucher leur conscience et leur dire « ça suffit » ? Je vais dire ceci. Croire que quelqu'un n'a pas de conscience, c'est faire une fausse perception de la réalité de l'être humain. Tout être humain a un cœur et une conscience. Tout être humain, même le plus grand bandit, a un cœur et une conscience. La preuve, une des preuves, c'est laquelle? C'est que lorsque les soldats reviennent de la guerre, où ils ont tué, n'est-ce pas, des innocents, des gens qui n'ont rien à voir avec les raisons de cette guerre, n'est-ce pas? Vous savez que bien souvent, ces gens-là, ils perdent le nord. Ils deviennent malades.
Et aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la guerre du Vietnam, eh bien, nous avons appris dans l'histoire, eh bien, les soldats qui reviennent de la guerre, on les met en quarantaine. Et en quarantaine avec des psychologues et des psychiatres qui les soignent. Pourquoi? Parce que, quelque part, eh bien, ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Et je prends un autre exemple qui montre que même celui qui tue a une conscience. Eh bien, lorsque on condamne quelqu'un à mort, n'est-ce pas? Et on doit l'exécuter, n'est-ce pas? Et l'exécution se fait avec des militaires, pelotons d'exécution, n'est-ce pas? Savez-vous que d'abord on bande les yeux. Pourquoi? On bande les yeux de celui qu'on exécute. De un. De deux. On donne l'arme qui va tuer, l'arme qui a les balles qui tuent. Voilà. Hein? Personne du peloton ne sait qui a cette arme-là. Et chacun croit que c'est l'autre qui a cette arme qui va tuer. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a la conscience de l'être humain, n'est-ce pas? Et quand il tire, tous les 5 du peloton d'exécution, ils tirent, n'est-ce pas, en même temps. Personne ne sait qui a l'arme, qui a les balles qui tuent, réelles, n'est-ce pas? Chacun croit que c'est l'autre. Et chacun se fait bonne conscience. Donc, se dire que la conscience existe quand Existe. même. Mais pour la situation chez nous, monsieur l'abbé, les évêques catholiques et protestants, c'est-à-dire la Synco et les CC, préconisent un dialogue dans le cadre de leur pacte pour la paix. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pensez que le dialogue peut être une solution, peut être une voie pour finalement obtenir la paix en RDC? Ben, je crois que avant d'en arriver à ce dialogue, il faut se poser la question de savoir qui dialogue avec qui. De un. De deux, pour se dire quoi. Et de trois, pour obtenir quel résultat. Ouais. Vous voyez? Nous avons eu le dialogue de Sun City. Avec la guerre qui a eu, cette guerre de l'Est qui a commencé. La deuxième guerre du Congo, RCD, comme on l'appelle. MLC, RCD, KML, RCDN, des trucs tout comme ça. Ils ont fait cette guerre et ils se sont retrouvés à Sun City, dialogue global et inclusif, n'est-ce pas? Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au partage du pouvoir. Et le pouvoir ici, malheureusement, n'est pas perçu comme un service. Le pouvoir est perçu et vécu comme un moyen pour avoir, n'est-ce pas? Et c'est là le grand problème. Partager le pouvoir. Il y a eu les 4 vice-présidents, un président et 4 vice-présidents, et il y a eu un gouvernement pléthorique et tout. Et puis, après Sun City, la guerre s'est terminée. La paix est revenue définitivement, durablement? Non. La guerre n'était pas terminée après le dialogue de Sun City et le gouvernement de large union nationale où tous les belligérants ont trouvé une place dans le gouvernement du pays et tout. Eh bien, est-ce que la guerre est terminée? La guerre a recommencé encore, n'est-ce pas? Et on a eu un autre dialogue, c'est le dialogue de la Cité de l'Union africaine, n'est-ce pas? Qui s'est terminé comment? Qui s'est terminé aussi avec partage du pouvoir, n'est-ce pas? Et on a eu un Premier ministre issu du dialogue et un gouvernement issu du dialogue. Est-ce que la guerre est terminée? On a eu le dialogue de la Synco, n'est-ce pas? Nous parlons de la Synco. Je suis prêtre de l'Église catholique romaine. Et donc la Synco, c'est mon affaire. Moi, j'ai travaillé à la Synco, à l'époque où c'était 16, conférence épiscopale du Sahel, comme secrétaire de la commission épiscopale justice et paix. Et donc, je suis de la Synco. Je suis de l'Église catholique, n'est-ce pas? Nous avons dirigé la conférence nationale souveraine. C'était dirigé par Monseigneur cardinal Monsengo, paix à son âme, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que ça a mis fin au désordre qui existe dans le pays? Non. Et d'ailleurs, la conférence nationale souveraine qui devait traiter 2 dossiers
important, clé, Ouais. le dossier des biens mal acquis donc, et le dossier des assassinats. Ces deux dossiers, pour moi, relèvent de l'avoir et de l'être. Les biens mal acquis, c'est l'avoir. Ouais. Les assassinats, ce sont les l'être. êtres humains, n'est-ce pas? C'est l'être, Ouais. n'est-ce pas? Mais on n'a pas traité de ces deux dossiers-là. Ouais. Et puisqu'on n'a pas traité de ces deux dossiers, eh bien, Le après, problème a le persisté. problème a persisté et persiste jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Même Et sur alors, la baie, on a eu... ceux qui appuient l'option du dialogue estiment que pour mieux faire face à la guerre venue de l'extérieur, il faut recréer la cohésion en interne. Et cette cohésion, les évêques catholiques et protestants estiment qu'on peut la créer autour du dialogue en mettant les Congolais qui sont au gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont dans la majorité présidentielle, ceux qui sont dans l'opposition actuellement, ceux qui sont dans l'opposition armée, ceux qui sont dans la rébellion, autour d'une table ou autour de l'arbre à palabre, comme vous aimez bien l'expression, sous l'arbre à palabre, que ça pouvait aider à recréer la cohésion nationale. Est-ce que cela est aussi votre façon de voir les choses? Moi, je crois qu'avant de parler de cohésion nationale, il faudrait peut-être parler de la réconciliation nationale. De la réconciliation d'abord avec soi-même. Et c'est comme ça que si on parle de dialogue, moi je dirais, le dialogue doit d'abord se faire avec soi-même. Chacun doit dialoguer avec soi-même. Si tu n'es pas capable de t'écouter et d'écouter tes besoins, tes sentiments, n'est-ce pas? Si tu n'es pas capable de répondre aux questions de fond que j'ai l'habitude de proposer, n'est-ce pas? Donc, qui suis-je? D'où je viens? Où suis-je? Où je vais? Où je voudrais aller? Et la sixième question que j'ajoute, comment je voudrais y arriver? Comment je vais faire pour y arriver? N'est-ce pas? Ça fait 6 questions que chacun de nous devrait se poser. Se mettre devant avec soi-même. Te mettre devant le miroir, te voir, n'est-ce pas? Et te poser ces questions, répondre à ces questions pour toi-même, n'est-ce pas? Et alors, ces mêmes questions, on les reprend dans un dialogue avec les autres, n'est-ce pas? Et dialogue, ce n'est pas parler. Dialogue, c'est d'abord écouter. Or, le problème que nous avons dans nos soi-disant dialogues, c'est que chacun vient avec un agenda, n'est-ce pas? Et l'agenda en question, c'est comment accéder au pouvoir, n'est-ce pas? Ou bien comment conserver le pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, si nous y allons avec cette façon de faire, nous ne nous en sortirons pas. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, si vous allez pour partager le pouvoir, il y en a qui ne seront pas contents. Il y en a qui n'auront pas leur compte, n'est-ce pas? Il y en a qui seront frustrés, n'est-ce pas? Et les frustrés d'aujourd'hui deviendront les belligérants de demain, n'est-ce pas? Donc nous préparons le lit pour une prochaine rébellion, une prochaine guerre, n'est-ce pas? Et autre chose, il y a 2 considérations que j'aimerais faire, n'est-ce pas? Lorsque nous disons un dialogue et nous observons que tous les dialogues que nous avons eus, en commençant par la table ronde de Bruxelles, la table ronde politique, parce qu'il y a eu la table ronde économique. Mais après la table ronde politique, c'est le partage du pouvoir, n'est-ce pas? Et ils sont revenus tout de suite. Et la table ronde économique n'a pas connu une grande participation des personnalités importantes du pays, n'est-ce pas? Les grandes figures n'étaient pas à la table ronde économique. Ils ont envoyé leurs sous-fifres, leurs délégués, leurs collaborateurs, n'est-ce pas? Et il y a eu partage du pouvoir quand même. Et par la suite, tous les autres dialogues, y compris la conférence nationale souveraine, c'est toujours autour du partage du pouvoir, partage du gâteau, n'est-ce pas? Et ce partage du gâteau ne donne pas solution à nos problèmes et n'assure pas cette cohésion nationale parce qu'il y a toujours une fracture qui s'opère, n'est-ce pas? Et qui persiste, n'est-ce pas? Et il est temps que on puisse se mettre sous l'arbre à palabre en commençant d'abord par s'interroger soi-même, qui suis-je, d'où je viens, connaître son histoire, n'est-ce pas? Où suis-je, connaître son présent, analyser son présent, où je vais, connaître les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre, où je voudrais aller,
projeter l'avenir, et rêver du futur, n'est-ce pas, d'un autre futur, n'est-ce pas, et se poser la dernière question, comment y arriver? Comment arriver à ce Congo que nous voulons et que nous voudrions et dont nous rêvons, n'est-ce pas? Alors, pour moi, je crois que si nous envisageons le dialogue dans ce sens-là, si nous envisageons cela comme un forum, n'est-ce pas, où nous allons nous retrouver pour répondre à ces 6 questions, eh bien, nous sortirons de cette manie, n'est-ce pas, de nous retrouver juste pour partager le gâteau. Et dans ce cas, ce dialogue, dans ce format que vous proposez, M. l'abbé, qui devrait le convoquer et qui devrait le diriger? Eh bien, d'abord, je dirais, ce n'est pas d'abord une question de convoquer ou de diriger, n'est-ce pas? C'est d'abord un appel. C'est un appel. Moi, je ne dirais pas une convocation. C'est un appel adressé. Tout le monde peut le lancer. Vous venez d'adresser un appel tout de suite. Je viens. Et à travers Congo 26, les Congolais vous suivent. Oui, et je me dis, pour que le dialogue formel se fasse. Aujourd'hui, je dirais, si je lance cet appel et je formule ces questions, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Où voulons-nous aller? Et comment y arriver? Eh bien, ce sont ceux qui ont la direction pour le du cas pays, d'espèce, le président de la République. Oui, c'est à lui qu'il appartient de dire aux Congolais, eh bien, mes chers compatriotes, mettons-nous en état de remise en question. Le président de la République peut convoquer ce dialogue et d'abord, le moyen qu'il a, c'est l'ordonnance présidentielle. D'abord, appeler les gens, que ce soit par ordonnance ou par je ne sais quel discours officiel ou je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas? Les moyens, il faut les créer, il faut les trouver. De façon formelle, c'est une ordonnance présidentielle. Mais après, lorsque les Congolais viennent pour discuter, les différents belligérants, quand ils viennent autour, sous l'arbre à palabre, il faudrait qu'il y ait une certaine médiation. Oui, et la médiation, il faut une certaine opportunité, c'est l'Église catholique et protestante qui devrait tenir cette médiation. Je n'aime pas tellement ce genre d'obligation. Je crois que un médiateur ou un facilitateur, eh bien, qui le choisit? Ce sont les parties en conflit. Et ici, il faut qu'on puisse être clair sur les parties en conflit. Les parties en conflit, il y a 2 niveaux. Il y a les parties en conflit à l'intérieur, entre nous Congolais, il y a des parties en conflit, n'est-ce pas? Il y a un conflit intérieur, interne, n'est-ce pas? Et il y a des parties en conflit extérieur, interne, et disons que nous sommes aussi en conflit avec l'extérieur. Donc notre conflit a 2 niveaux. Et je dirais même un 3e niveau, c'est le niveau personnel, le conflit intrapersonnel. N'est-ce pas? Le conflit intrapersonnel, tant qu'il n'est pas résolu, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, à travers une remise en question. Pour cette dimension-là, vous dites, la CENCO et les CC ne peuvent pas constituer. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas. Je dis dire qu'ils le doivent. Je me pose la question, est-ce que les parties en conflit ont choisi unanimement un médiateur? Mais si vous devriez vous proposer un médiateur, qui ce serait? Je n'ai pas à proposer un médiateur. Puisque actuellement on a pratiquement 3 options. L'une qui veut que ce soit la CENCO et les CC, d'autres qui veulent que ce soit un médiateur extérieur ou international considéré comme neutre à la RDC, et ceux qui pensent que les institutions du pays peuvent conduire ce dialogue, comme dans le temps des concertations nationales avec les présidents des 2 chambres du Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'il n'y a pas à dire, voilà, telle voie est l'unique. Il n'y a pas une voie unique. Mais la voie que vous auriez souhaité, c'est laquelle? Non, moi, personnellement, si j'avais à souhaiter, n'est-ce pas, vous savez, j'ai eu
à étudier et à pratiquer maintenant et à enseigner et à propager la communication non violente. Et cette communication non violente a été créée par un juif américain, un psychologue juif américain qui s'appelle Monsieur Marshall Rosenberg. Il est décédé il y a quelques années, paix à son âme, mais je l'ai rencontré à travers ses livres, n'est-ce pas? Et Marshall Rosenberg, il dit quoi? Il a écrit sur la communication non violente. Et son livre phare, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Les fenêtres, ça veut dire dans la mesure où nous sommes sincères, dans la mesure où nous sommes ouverts, dans la mesure où nous sommes clean, transparents, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons nous voir, l'un qui est d'un côté et moi de l'autre côté, nous pouvons nous voir, mais nous voir en profondeur, n'est-ce pas? Ou bien ce sont des murs, ça veut dire, eh bien, nous mettons des murs entre nous, il y a le mur de la méfiance, il y a le mur du mensonge, il y a le mur du manque de sincérité, n'est-ce pas? Il y a le mur de la malhonnêteté, il y a le mur de l'opportunisme, il y a le mur de toutes sortes de murs qui se érigent entre nous, n'est-ce pas? Eh bien, un homme comme Marshall Rosenberg, à l'époque où il était en vie, il a été sollicité, n'est-ce pas, dans un pays comme le Rwanda, n'est-ce pas? Il a été au Rwanda, entre le Hutu et les Tutsis, et il raconte ce qu'il a vécu. Il a été dans d'autres pays, n'est-ce pas, où il y a eu des conflits énormes entre différentes parties du peuple, n'est-ce pas? Et nous avons dans notre pays des personnalités, des compatriotes qui sont rodés en communication non violente. Et ici, on le connaît peut-être pas par tout le monde, mais... Vous en faites partie pourtant, vous ne pouvez pas parler de vous-même, je confirme que vous en faites partie. Mais je voudrais parler d'un compatriote qui a écrit ce livre, il s'appelle Pierre Mwanda. Il vit en Belgique et il a écrit ce livre, Réenchanter votre vie grâce à la communication non violente. Et ce que j'apprécie et pourquoi je parle de lui comme quelqu'un qui peut être sollicité comme médiateur. Il est congolais, n'est-ce pas? Même s'il vit maintenant en Belgique, mais il est congolais et il est expert en matière de communication non violente. Or, le dialogue que nous voulons, c'est un dialogue qui doit mener à la paix. Et la non-violence est un outil important, je dirais même... fondamental, essentiel, qui conduit à l'entente, à la réconciliation et à la paix. Mais donc, cet homme-là, on peut l'inviter. On peut trouver des experts nationaux oui, qui sont spécialistes dans oui, la résolution des conflits pour pouvoir mener ou faciliter ce dialogue. Oui, un gars comme Pierre Mwanda, il n'est pas politicien, très bien. Il est expert, n'est-ce pas, en et ils sont nombreux comme ça, je crois que nous allons les référer aux autorités pour cela. Oui. Alors, pour finir, M. Labbé, une petite question que nos nombreux téléspectateurs se sont posés sur nos réseaux sociaux, s'agissant de la position de l'Église catholique et de l'Église protestante. Est-ce que l'Église catholique ou l'Église protestante, est-ce qu'elles ont dans leur mission de pouvoir donner des leçons aux gouvernants? Bon, ce n'est pas la mission, ce n'est pas de donner des leçons. La mission, c'est de proposer des pistes, proposer des voies, n'est-ce pas, qui sont conformes à l'éthique, qui sont conformes aux valeurs humanistes, n'est-ce pas? Et je crois que lorsque quelqu'un te propose quelque chose pour te tirer d'affaire, n'est-ce pas, dans une situation déterminée, tu ne vas pas rejeter d'office, d'emblée, ce qu'il te dit, sans même prendre le temps de dire, tiens, dans ce qu'il me dit, je peux prendre ceci, je peux prendre cela. Ah, ça c'est intéressant, ça peut me servir pour me tirer d'affaire. Mais ça, bon, c'est son point de vue que je peux mettre, disons, de côté. Eh bien, on écoute ce que l'autre te propose et on tire de ce que l'autre te propose ce qu'il y a de bon. Qu'est-ce que la SENCO et l'ECC proposent et qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce que la SENCO et l'ECC proposent? Eh bien, à ce
à qui il le propose de pouvoir écouter et recevoir d'abord, n'est-ce pas, écouter avec empathie, n'est-ce pas, et se dire, tiens, dans ce que vous proposez là, ce que nous pouvons prendre, c'est ceci. Mais ce que nous ne pouvons pas prendre, c'est cela pour telle raison, telle raison. Mais est-ce que l'Église n'est pas en train de devenir plus politique qu'évangélique? Non. Vous savez, Jésus a été tué pour des raisons politiques. Hein. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas souvent aux gens. Sur la croix, il est marqué Henri. Henri, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et la question que Pilate pose à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu le dis, je ne te le fais pas dire, tu le dis, je suis roi, mais pas à la manière du monde, n'est-ce pas? Et donc, l'Église a une mission de faire quelque chose, de proposer au monde une autre façon de faire les choses. Vous voyez? Une autre façon de voir les choses. N'est-ce pas? Maintenant, la question que vous vous posez tous et vous nous posez, vous tous, mais bon, vous nous donnez des leçons. Est-ce que vous-même, vous faites cela? Est-ce que vous avez à nous donner des leçons quand vous-même, vous ne faites pas ce que vous nous dites et tout ça? Ça, c'est un échappatoire. Parce que lorsque ton papa te disait, Oscar, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais il est possible que ton papa qui te disait ça, il savait que ce qu'il te demande là, c'est la bonne voie. Ce qu'il t'indique là, c'est la bonne voie. Mais il est possible que lui-même n'était pas non plus conforme à cette bonne voie. Mais et Jésus ne disait-il pas aux gens qui l'écoutaient, il leur disait à propos des prêtres de l'époque, les juifs, les pharisiens et les scribes, qui étaient les religieux de l'époque, les évêques de l'époque, n'est-ce pas, si on peut parler en ces termes-là. Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. N'est-ce pas? Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais est-ce que l'Église est toujours au milieu du village pour le cas? On ne doit pas être au milieu du village. Être au milieu du village, c'est être neutre. C'est être insipide, incolore, inodore. N'est-ce pas? L'Église doit être du côté de la vérité. Et c'est pour ça que Jésus a été tué. Si Jésus était au milieu du village, on ne l'aurait pas tué. Parce qu'il aurait soufflé le chaud et le froid. N'est-ce pas? Et dans les Écritures, on nous dit, puisque tu n'as été ni chaud, ni froid, tu as été tiède, je te vomis. C'est l'Apocalypse qui dit ça. Eh bien, moi je crois que l'Église a le devoir de dire la vérité. L'Église a l'obligation de faire la vérité, d'être vrai, n'est-ce pas? Et ça, c'est le devoir et la mission de l'Église. Jésus a dit la vérité et il a été tué pour ça. N'est-ce pas? Et tous ceux qui disent la vérité finissent par être tués, n'est-ce pas? Et en Afrique, nous en avons des cas, nous en avons des exemples, des gens qui ont dit la vérité de ce que le vieux Laurent Désiré Kabila a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit cette vérité-là. Et alors, vous me rappelez aussi, dit la vérité, il finit par être exécuté. Le cardinal qui a dit qu'il préférait mourir pour être tué pour la vérité, le cardinal Joseph Maloula. Cardinal Maloula. Je préfère être tué pour la vérité que de tuer la vérité. Merci beaucoup, la phrase monsieur. Exacte, c'est je préfère, il vaut mieux être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. Voilà ce que Maloula nous a enseigné durant tout le temps que nous étions des séminaristes et des jeunes prêtres. Pendant qu'il était en vie, il n'arrêtait de nous le dire. Merci beaucoup, monsieur l'abbé José Mpundu. Avec vous, vous êtes pratiquement toute une bibliothèque, on y entre, mais on ne la vide pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tenez-vous disponible. Nous savons que vous êtes très occupé avec vos obligations en tant que pasteur, en tant que prêtre, mais nous vous demanderons d'être toujours disponible parce que nous reviendrons vers vous dans un autre numéro pour aller en profondeur et cette fois pour plancher sur la non-violence, sur les valeurs de non-violence et pour pouvoir partager toutes ces connaissances avec nos compatriotes, avec les plus de 200 millions de téléspectateurs qui suivent Congo 26 grâce à Canal+, au canal 596, Easy TV et d'autres canaux. Et à vous tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur votre chaîne, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir. Merci, monsieur l'abbé. Merci.